Bonjour pour cette. On est à. C'est quelle séance? Non, c'est la 4e séance du cycle de conférence Ville terrestre organisée par le CELA. Aujourd'hui, on est très content de recevoir deux des trois auteurs qui ont édité le manuel qui porte en fait le même nom. C'était une coïncidence. C'était pas quelque chose qui était prévu, Ville terrestre, petit manuel d'écologie urbaine. Je vais d'abord commencer par la déclaration de reconnaissance territoriale. Mais bon, avant toute chose, encore une fois, rappeler que dans le contexte d'un séminaire ou d'un cycle de conférences qui s'intitule Ville terrestre, évidemment, l'objectif qu'on fait une déclaration de reconnaissance territoriale, ce n'est pas de désincarner ou d'universaliser ou de rendre abstraite la problématique de l'héritage, de toute l'occupation territoriale, coloniale du territoire, mais justement de nous sensibiliser au processus historique, aux processus sociaux d'appropriation, de désappropriation d'un lieu qui va s'incarner dans des sols, dans des structures, des milieux, des environnements. Et ça fait justement écho, en un certain sens, à l'orientation du manuel Ville terrestre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à créer une culture commune, une espèce de politique qui a une forme de cohérence tout en, dans la mesure du possible, tenant compte des spécificités historiques ou bio-régionales des territoires. Donc, la reconnaissance, nous reconnaissons que nous sommes réunis sur un territoire autochtone non cédé, habité depuis longtemps par différentes Premières Nations et qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre différents peuples autochtones et allochtones. Nous saluons particulièrement les Kanien'kehá:ka, la notion gardienne des terres et des eaux qui forment aujourd'hui la ville de Montréal. La colonisation a eu des effets dévastateurs sur les sociétés, sur les cultures autochtones, et nous pouvons nous souvenir, nous remémorer, entre autres, mentionner l'histoire récente des pensionnats autochtones, de la mort et de la souffrance de milliers d'enfants qui y ont vécu. Nous pouvons aussi reconnaître le rôle du Canada dans la passe des années 60, où d'autres milliers d'enfants furent enlevés à leurs parents à travers la loi sur la protection de la jeunesse. Et aujourd'hui encore, la disparition de milliers de femmes autochtones demeure inexpliquée. Nous reconnaissons que le colonialisme perdure aujourd'hui dans les institutions canadiennes, dont l'université, et que le racisme systémique marque le fonctionnement de nos institutions et en tant qu'intellectuels, universitaires, chercheurs, auteurs, nous nous engageons à nous renseigner, à nous éduquer et à contribuer à la prise de conscience et à la prise de connaissance sur l'histoire de l'histoire autochtone et sur les revendications actuelles de manière à valoriser la place et les voix autochtones dans notre société. Nous sommes donc très contents cette semaine de recevoir Baptiste Lanaspez et Paul Hervé Lavessière qui viennent de publier un livre avec Marion Schnorr de la Cité de l'Agriculture à Marseille, un livre qui partage son titre avec celui de notre cycle de conférence, Ville terrestre, donc Ville terrestre, petit manuel d'écologie urbaine. Donc, une courte présentation des auteurs. Baptiste Lanaspez, il est auteur et éditeur. Il a fondé les éditions Wow Project en 2009, une maison qui est basée à Marseille, qui est notamment dédiée aux problématiques écologiques et à la philosophie environnementale. Une maison qui a d'ailleurs publié plusieurs auteurs en français importants dans le champ de la pensée écologique. Je pense à Rachel Carson, à Lynn Margulis, Arne Ness, Amitav Ghosh, et puis plusieurs autres, auxquels je pense pas, Kirkpatrick Sale, par exemple. Carolyn Marchand et d'autres. Et il a aussi lui-même écrit plusieurs ouvrages, et particulièrement, je pense que c'est intéressant dans le contexte du séminaire, sur la question de l'écologie urbaine et surtout sur le terrain de Marseille. Il a écrit Marseille-Ville sauvage en 2012, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, et aussi un tout petit livre dans la nouvelle collection Le mot est faible aux éditions Amorosa sur la notion de nature. Ensuite, Paul Hervé Lavessière, lui, il est géographe et urbaniste. Il a écrit deux livres aux éditions World Project, dont La Révolution de Paris en 2014, et il a cofondé également l'association Sentiers métropolitains, qui contribue à la création de plusieurs sentiers métropolitains dans différentes villes, notamment Paris, Tunis
Avignon, et qui participe justement à une espèce de remise en valeur, de mise, on va dire, de prise de conscience un peu de nos héritages et de leur empreinte environnementale sur des paysages urbains. Il participe aussi à l'organisation de plusieurs projets artistiques et culturels sur dans la question de la conception d'itinéraire. Et c'est bon, c'est quelque chose évidemment, qu'on connaît aussi assez à Montréal. C'est quand même, on pourrait dire, un mouvement. Il y a plusieurs initiatives qu'on a mentionnées au cours du séminaire qu'on retrouve à Montréal. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs sujets sur lesquels on pourra trouver certains échos. Alors, je vous laisse la parole à Baptiste et à Paul Hervé pour la présentation de vos travaux sur les villes terrestres. Bonsoir, merci pour cette jolie présentation qui m'a semblé absolument exacte, je crois, et très claire. Donc, on a pas mal de visuels à partager avec vous, mais le problème, c'est que si je lance le PowerPoint, après, on va plus nous voir. Donc, je voulais quand même qu'on prenne 3 minutes pour se présenter à vous rapidement. Peut-être, donc, Paul, tu m'interromps absolument quand tu veux, hein. Vas-y. Ouais, ça marche. On est un tandem, donc depuis maintenant une dizaine d'années. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer. On bosse ensemble depuis une dizaine d'années sur une structure qui s'appelle l'Agence des sentiers, et qui est une sorte d'agence d'urbanisme dans le sens où elle construit ces sentiers à travers les villes dont on parlait tout à l'heure, qui sont effectivement un vaste projet de prise de connaissance du territoire, dont Paul dira quelques mots tout à l'heure. À la base, Paul Hervé, il vient vraiment de l'urbanisme dans sa formation et dans son début d'expérience professionnelle. Et moi, je viens de la philosophie. Donc, j'ai créé les éditions Wild Project dans la foulée de mes études, plus ou moins. L'urbanisme était pour moi une chose exotique, très lointaine, très loin de mes compétences. Et ça fait maintenant 10-15 ans que je traîne avec des architectes et des urbanistes. Donc, j'ai acquis une espèce de culture en urbain, mais une culture d'amateur, hein. Je ne suis pas urbain de métier, je ne pratique pas. Et à l'inverse, Paul Hervé, qui vient de l'urba pur, on va dire, c'est ça, on peut Mm. dire pur, ouais, Mm. a traîné depuis 10 ans avec un éditeur spécialisé en philo. Il s'est créé une conversation entre nous deux qui est assez singulière, à un moment où, vous l'avez sans doute observé dans les mondes de l'architecture et de l'urbanisme, là, depuis quelques années. Alors, je ne sais pas comment ça se passe outre-Atlantique de votre côté, mais en France, vraiment, ça y est, là, il se passe un peu quelque chose à cette intersection de l'écologie et l'urbanisme. En tout cas, il y a un désir de la corporation de l'urba et de l'archi de prendre en charge l'écologie, soit par opportunisme pur, soit avec des bonnes intentions mais aucune culture, soit avec parfois des choses absolument géniales qui sont en train d'émerger. Donc on est dans ce moment historique où tout d'un coup, c'est l'histoire de deux amis, deux associés qui sont dans cette dynamique-là. Et peut-être peut-être qu'on pourrait. Donc ça, c'est un peu pour dire qui on est. Et Paul Hervé, peut-être que je te laisse compléter cette présentation et enchaîner sur le déclencheur de ce projet, peut-être. Je sais pas. Oui. Euh, pour ma part, la trajectoire, elle a été au départ celle d'un urbaniste qui travaillait en bureau d'études sur de la planification urbaine, donc des schémas, tout ce qu'on apprend en école, et que après j'ai appliqué un petit peu quelques années en Belgique et en France, et puis une sorte de dégoût de ça, parce que en voyant en même temps par les expériences de marche, on voit la réalité de la ville qui se fait, et donc on voit le décalage entre les intentions des politiques publiques en matière d'urbanisme et puis la réalité qui est que les villes continuent de s'étaler, que c'est toujours enfin la réalité est toujours un peu plus terrifiante. Et donc il y a eu une sorte pour moi, de moments où je n'y croyais plus et je disais, je ne ferai plus d'urbanisme et je vais faire juste de la marche et des sentiers. Donc, c'est comme ça qu'est née aussi notre relation. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ben, l'envie d'y croire un peu à nouveau, mais de dire, non, mais si, en fait, on a la possibilité de poser les bases Il y a des initiatives qui sont très bonnes. On manque parfois même d'un cadre pour pas seulement critiquer ce qui n'est pas bon, mais même pour savoir reconnaître des initiatives qui sont intéressantes, qui vont dans le bon sens, selon nous. Mais encore fallait-il qu'on sache qu'est-ce que où est le bon sens, quoi, parce tous les messages sont contradictoires et vont dans tous les sens. Sur la question de l'écologie urbaine, qu'est-ce qui serait écologique, qu'est-ce qui serait une ville, est-ce que la ville elle-même est écologique, enfin, on a hérité là
de ces 10 ans de marche et de conversation jusqu'à avoir un peu envie d'y recroire, quoi, à cette idée d'urbanisme ou peut-être pas d'urbanisme, mais de ville et de manière de faire société ensemble, autrement que juste en désertant la ville, quoi, comme certains auteurs appelaient à faire ça, quoi, à déserter la ville. Donc, euh, donc, peut-être, je sais pas si tu veux. Oui. Non, mais je peux enchaîner par rapport à ce que Vas-y, tu ouais. viens de dire. Il y a un truc aussi important à partager avec vous pour comprendre le projet qu'on va vous présenter, c'est qu'on a passé une dizaine d'années donc dans cette exploration absolument passionnée et fascinée des objets de ces immenses objets métropolitains. Tu mentionnais tout à l'heure les villes en question, hein, c'était Tunis, c'était Paris, et puis plus c'était grand, plus c'était marrant pour nous de reterritorialiser ces Mm. métropoles parce qu'elles se vivent beaucoup comme des choses hors sol, ces métropoles. Elles se vivent comme des lieux de carrière, comme des lieux d'opportunité, des lieux d'innovation, des lieux de je sais pas quoi, mais elles se vivent rarement comme des lieux où il y a des rivières, où il y a des routes nationales. Vous voyez, donc on avait une espèce de passion de reterritorialiser ces métropoles. Et ça nous a quand même vachement occupé pendant 10 ans. Alors, vous allez peut-être vous dire, comment ça peut durer 10 ans? C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans chaque ville, il y avait un immense travail bibliographique qui était fait pour explorer la ville dans tous ses recoins, physiquement et à travers la littérature. Après, créer le sentier, qui était un geste. Ensuite, faire un livre qui réussisse à encapsuler toutes les histoires nouvelles de cette métropole. Donc, à chaque fois, chaque ville nous prenait 2, 3, 4, 5 ans. Donc, les projets se sont enchaînés comme ça. Et il y a eu vraiment ce moment où tout d'un coup, on a eu le sentiment de devenir un peu les chroniqueurs d'une sorte de catastrophe. Et la posture de contemplateur, on avait été au bout de la posture de documenter l'urbain contemporain. On l'avait Mm. fait 10 ans, quoi, c'est énorme. Et on a eu le sentiment qu'on avait fait on a fait un job, on a fait un taf, mais qu'on ne pouvait plus supporter cette posture. C'était vraiment un mal-être professionnel parce qu'on n'arrivait plus à croire, à continuer à faire des sentiers ad vitam jusqu'à notre mort dans des métropoles. Ça ne nous satisfaisait plus. Et en plus, il y avait un petit danger de récupération par des logiques de marketing territorial parce qu'après tout, les communes, avoir un sentier, c'est comme avoir une piscine de plus ou avoir un truc sympa. Ça fait toujours un truc d'innovation sociétale ou je sais pas quoi. Il y avait aussi quelque chose comme ça qui était pas satisfaisant. Et on a ressenti, je redis un peu la même chose que Paul, mais sous un autre point de vue, on a ressenti l'absence de vision collective de la ville écologique, l'absence de cap. On l'a ressenti très fortement et de façon extrêmement tripale, intestinale, dans des projets dans lesquels on était engagé par rapport aux interlocuteurs des collectivités avec lesquelles on travaillait. On sentait on avait le sentiment, en tout cas, qu'ils n'engageaient que nous, mais qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, la gouvernance des métropoles, la gouvernance des villes, parlait beaucoup du mot écologie ou nature en ville, écologie urbaine, etc., décarbonation, mais il n'y avait absolument pas d'axe directeur, il n'y avait aucune vision de la ville écologique. Et en réfléchissant à ça, alors on pourra évoquer les projets particulièrement spectaculaires dans ce domaine, mais en parallèle de ça, on a découvert un truc encore pire, c'est que ni Paul ni moi, après 10 ans de conversation, d'arpentage, etc., de bibliographie, en fait, ni Paul ni moi n'avions au fond d'esquisse très claire d'une vision de la ville écologique de demain. Et encore pire que ça, tous nos collègues en écologie politique nous disaient, mais en fait, la ville n'est pas écologique, il n'y a pas de ville écologique, c'est pas possible. Et ça, on n'était pas d'accord. Il y avait un truc là où pour nous, il y avait un problème. La ville est en train de devenir un angle mort des pensées de l'écologie contemporaine, avec des gens en France comme Faburel qui voulaient carrément désurbaniser la Terre, même si l'expression est intéressante et qu'on s'y retrouve en partie, mais ou le mouvement biorégionaliste qu'on aime beaucoup aussi, mais dans lequel il n'y a plus de ville, il n'y a plus que des bassins versants, mais on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça. Donc nous, on avait quand même, on voulait, en partant de l'hypothèse que la ville peut être écologique pour la simple raison qu'elle l'a déjà été, puisque, je veux dire, au Moyen Âge, il y avait des villes écologiques. Enfin, nous, notre rapport au territoire, comme c'est pas une colonie de peuplement, contrairement à vous, on a plutôt cette espèce d'héritage médiéval un peu oublié, impensé, qui nous hante un peu peut-être. C'est tous ces villes terrestres du Moyen Âge qui étaient là avec leurs moulins, avec et ce truc qui est à la fois perdu et toujours présent. Ce sont les fameux plus beaux villages de France qu'on retrouve ici, mais qu'on ne voit plus dans leur vertu urbaine, on les voit juste, enfin, ou leur vertu de cité, de ville, que le mot urbain renvoie à un imaginaire plus industriel. Mais bref, en tout cas,
on avait ce pari de dire que la ville peut être écologique, d'une part, et puis d'autre part, on voulait construire, essayer de construire au moins conceptuellement une vision de la ville écologique qui permettrait, en dessinant un cap, de pouvoir devenir quelque chose qui est un discriminateur entre de greenwashing et des projets qui vont dans le bon sens. Ce que disait tout à l'heure Paul, des initiatives qui, aussi petites et modestes soient-elles, peuvent être pertinentes dans un cap de la mutation véritablement écologique des villes, mutation radicale évidemment, et des choses qui vraiment n'allaient pas dans le bon sens, étaient soit neutres, enfin nulles, ne faisaient rien, ou alors même allaient dans le mauvais sens. Et là, il fallait construire une espèce de cadre conceptuel un peu, sinon objectif, mais un cadre en tout cas cohérent, solide. Et c'est pour ça qu'entre 2020 et 2023, et là, il faut dire un mot de l'origine du projet, peut-être qu'à ce stade, je vais partager avec vous mon petit PowerPoint, juste parce que c'est plus facile de, de vous montrer. Hop, pardonnez-moi, je navigue un peu euh, à vue dans ce truc. Il faut que je le passe, hein. Voilà, là, vous le voyez bien? Ouais, Oui, ça a l'air bon. Donc, c'est on bon. a créé en 2020 ce projet, Ville Terrestre. Alors, c'est pas une association, c'est pas une entreprise, c'est pas une agence, c'est juste un projet. Et donc, ça a fait l'objet de la création d'un consortium dédié. Il y a tous les noms qui sont marqués là, c'est pour ça que j'ai sorti la slide. Donc, il y a nous, l'Agence des Sentiers Métropolitains. Il y a la Cité de l'Agriculture à Marseille, qui est un truc assez emblématique. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Il y a un centre d'éducation à la ville en Belgique, à Liège, qui s'appelle Urbagora. Donc, une agora dédiée à la ville, un lieu de formation, de militance aussi. Il y a un marché paysan à Bologne, Il Mercato Ritrovato, et la métropole de Barcelone, parce qu'on voulait ne pas être que entre militants motivés, petite échelle, mais avoir avec nous des grosses institutions pour sortir de notre bulle aussi et de nos réflexes de pensée. Donc, les contenus qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été élaborés progressivement pendant 3 ans, entre la fin 2020, après le Covid, et 2023, par tous ces gens. On était donc une vingtaine en général à avoir conçu le cadre conceptuel, le détail de tout ce qu'on va vous montrer. Ça, c'est voilà, juste pour. Et puis, je vous montre tant qu'à faire voilà, le site de notre agence des sentiers, la maison d'édition Wild Project, dont on a dit un mot tout à l'heure, qui était une source, je ne le cite pas que parce que c'est là où je travaille le plus, mais c'est aussi parce que c'était une source pour nous de références bibliographiques importantes dans l'élaboration de notre réflexion avec Paul Hervé. Et Mhm. peut-être que, alors, parmi les choses qui nous ont déclenché, je vais te repasser la parole là-dessus, Paul, parmi les Ouais. choses qui nous ont déclenché, la nécessité de ce projet qui est devenu à un moment un truc presque vital. On n'arrivait plus à bosser en réalité. On n'arrivait plus à travailler dans le domaine de la ville sans créer cette vision. Il y a eu deux Mhm. moments un peu fondateurs parmi d'autres. Euh, le premier, qui n'est pas sur la slide, c'est qu'on s'est retrouvé engagé dans un projet dont je voudrais dire un mot parce que je le trouve remarquablement absurde. Et il est vraiment emblématique de quelque chose qui dysfonctionne aujourd'hui. C'était un projet qui avait été écrit et remporté par la région Sud dans les années 2015-2016, si mon souvenir est bon, et qui s'appelait Nature for City Life. Donc c'était un programme LIFE, vous savez, c'est des financements européens pour l'environnement. Et Nature for City, c'était sur la nature en ville. Moi, je ne suis pas contre la nature en ville, je ne suis pas spécialement hostile au fait qu'il y ait de la nature en ville, mais la structure conceptuelle de ce projet, c'était que euh, il fallait former les citoyens pour qu'ils sachent, pour qu'ils connaissent mieux la vertu des arbres, et notamment la vertu de l'évapotranspiration des arbres, qui permet de gagner 3 degrés, enfin d'avoir 3 degrés de moins quand on est sous un arbre grâce à l'évapotranspiration, ce qui est génial pour se préparer au réchauffement climatique à venir, puisqu'on va prendre 3 degrés de plus. Et donc, sur cet argumentaire, l'Europe a débloqué 4 millions d'euros de fonds, ou 2 millions, je ne sais plus, pour pendant 4 ans, on s'est retrouvé embarqué là-dedans pour faire un sentier, je vous épargne les détails, mais on s'est retrouvé embarqué dans ce projet-là, euh, qui en gros disait que pour que la ville soit écologique, je résume, il s'agissait de planter des arbres pour avoir 3 degrés de moins. Et donc là, on a un truc, on a un exemple très concret d'une version technocratique de l'écologie urbaine qui est assez, que je trouve assez, qui nous a beaucoup posé problème parce que, évidemment, pendant qu'on fait ça, on continue de bâtir des écoquartiers, d'étaler la tâche urbaine. Vous voyez, la nature en ville devenait vraiment un prétexte. Et puis l'idée qu'il fallait former les citoyens à ça, comme si finalement c'était la faute des citoyens qui ne savaient pas assez ça. Et donc c'était un projet qu'on a trouvé assez dingue, assez parfait dans ce qu'il montre de flottement sur
où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que sont en fait, les modèles, qu'est-ce que l'écologie urbaine. Et les mots finissent, on ne sait plus du tout qu'est-ce que les mots peuvent vouloir dire. Et on manquait de manuels, on manquait de documentation à l'époque, il y a 10 ans, pour dire aux gens, non mais il y a un truc qui ne va pas dans ce projet, c'est vraiment pas ça en fait, on ne peut pas faire ça. Et par ailleurs, Paul Hervé se retrouvait dans des situations que je te laisse décrire. Mhm. Euh, oui, oui, donc là, c'est un cas aussi qui était un cas concret qui mettait en évidence une sorte de trouble face à la question de l'écologie urbaine. Donc, c'était dans le cadre de la mission du SCOT, de l'agglomération de Toulon. Donc, le SCOT, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire schéma de cohérence territoriale. Ce sont des documents stratégiques de planification, on va dire, à l'échelle d'une grande agglomération, enfin des bassins de vie. Donc, c'est à grande, grande échelle. Et puis, mais on est censé réfléchir à l'avenir du territoire à horizon 20-25 ans et donc conseiller les élus locaux, les maires, etc., sur l'avenir de leur territoire, bien, bien évidemment en poursuivant des objectifs de développement, mais aussi de, on va dire, développement durable, mais sans jamais remettre en question évidemment la notion de développement. Mais, euh, mais on devait parfois donc répondre à des questions, et notamment un cas comme celui-là. Donc ici, c'est la commune de Hyères, donc c'est dans l'agglomération de Toulon. Et donc là, je voulais juste vous résumer même des discussions qu'on avait au sein de l'agence entre des gens qui sont a priori formés à la question de l'urbanisme, principalement des urbanistes, des géographes, des gens spécialisés en agriculture, en habitat, etc. Et donc nos discussions tournaient autour enfin, on portait un moment autour de ces parcelles ici, qui sont non bâties. Et donc, hier, c'est une ville, voilà, c'est à 10 km de Toulon. C'est une agglomération un peu, pas tellement importante, mais c'est un secteur assez touristique, etc., où il y a une forte histoire agricole quand même. C'était des endroits où il y avait beaucoup, beaucoup d'agriculture, notamment de fleurs. Mais aujourd'hui, on avait un cas comme celui-là, comme il y en a beaucoup, donc une sorte de friche agricole. Et donc, on avait des discussions sans fin sur qu'est-ce qu'il faut faire de cette parcelle, comment on conseille les élus. Qu'est-ce qu'on dit aux élus sur, là, si on veut faire une ville écologique, qu'est-ce qu'il faut faire ici, sur cette parcelle qu'on voit au centre là, de l'image? Et donc là, je peux vous faire la liste un peu de toutes les options qui s'offraient et qui sont toutes, qui peuvent toutes se réclamer de la vertu écologique. On voit en bas à gauche qu'il y a une gare SNCF. Donc, on est a priori dans un quartier qui est dans le rayon des 500 mètres autour d'une gare. Donc, on peut se dire qu'il faudrait faire un quartier à haute densité, quasiment, donc de l'habitat, parce que tout ce qu'on construit ici, on ne le construira pas ailleurs, comme on m'avait appris. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on peut construire ici et ailleurs. Donc, c'est pas... donc est-ce qu'il faut construire de la densité ici? Est-ce que, il faut au contraire relancer une activité agricole parce que on voit bien qu'on est sur des friches agricoles, qu'en fait c'est une sorte de valeur foncière exagérée qui fait que en fait l'agriculture a été stoppée. Mais en fait, donc là c'est juste des propriétaires qui attendent que ça va assez cher et que ça passe en constructible pour vendre. Mais en fait, il y a quand même ici une histoire agricole. Donc est-ce qu'on refait de l'agriculture peut-être pour des circuits courts? Mais en fait, c'est aussi une friche depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a des espèces qui se sont développées. Donc, est-ce qu'on devrait laisser ici une poche de biodiversité avec des papillons qui se sont installés là, des batraciens, etc. Parce qu'on voit aussi un petit liseré où il y a une rivière qui passe, qui s'appelle le Roubaud, donc une rivière qui est fortement canalisée. Mais on se dit que effectivement, ça pourrait être aussi une zone par rapport à la gestion de l'eau, ce qui n'est pas contradictoire avec cette idée de poche de nature. Mais aussi, on est au soleil, parce qu'on est dans le sud de la France, on est dans le Var, il y a beaucoup de soleil, donc pourquoi pas un champ de panneaux solaires? Et donc, en fait, c'était des discussions intéressantes, mais en fait, on ne sait pas quoi dire à l'élu. On ne sait pas quoi lui dire. Et en fait, au final, ce qui va gagner, c'est que c'est bloqué, c'est en terre agricole, mais dès que si ça peut passer en urbanisable, ça le sera. Et au final, il y a un promoteur qui va rappeler la mise et c'est ça qui va décider à la fin. Mais est-ce que c'est ça? Et donc, c'est en fait, personne n'a raison, personne n'a tort, mais surtout de quoi on parle et sur quoi on se base, quoi. Donc, ça, c'était aussi un peu comme le Nature for City Life où ça se met un trouble, ça se met une autre forme de trouble où là, on se retrouve tous autour de la table, compétents, chacun en sa matière, mais incapables finalement d'aider et de trouver
ce qui va le plus dans l'idée du bien commun, quoi. Et puis j'ajoute que même si on sent dans la belle présentation que tu nous as faite, on sent bien que il y aurait quelque chose qui irait dans un mauvais sens, c'est-à-dire de laisser finalement primer l'intérêt, la spéculation financière pure pour continuer à bâtir. On sent qu'il y a un vrai trouble derrière, réel. C'est pas que des options idéologiques différentes, c'est que même si on devait plaider pour autre chose, on n'est pas sûr d'avoir les bons arguments pour plaider. Est-ce que vraiment on va dire, mais parce qu'il y a de la biodiversité, alors est-ce que c'est ça qui va faire parachute contre est-ce que c'est juste une stratégie de tactique de dire non, il y a des papillons protégés, donc les promoteurs ne peuvent pas venir, mais ça c'est juste une tactique pour sauver la parcelle? Ou alors est-ce que Mm. vraiment c'est ça qu'on croit profondément? On ne sait même plus très bien ce Mm. à quoi on croit, on flotte un peu. Et j'ajoute là-dessus un élément fondamental. Je sais pas, malheureusement je ne connais pas les politiques publiques au Québec là-dessus, mais en France il y a un élément hyper important à avoir en tête, c'est qu'à partir de 2008-2010, il y a eu une inscription dans ces plans d'urbanisme, une inscription obligatoire de ce qu'on appelle les TVB, les trames vertes et bleues, qui a fait que tous les gens qui avaient rapport avec l'urbaniste, donc les urbas, mais aussi les techniciens, enfin dans les communes, les élus, devaient tout d'un coup prendre en compte la question de la nature en ville. Et justement parce qu'ils n'étaient pas formés à ça, ils ne savaient pas trop comment se dépatouiller. Et c'est comme ça qu'on a vu faire irruption des sujets nature en ville, écologie urbaine, un peu ad nauseam Mm. parce que c'était le résultat d'une demande législative, mais en même temps, cette irruption de la nature en ville était, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois très maladroite en se focalisant sur l'impact du végétal dans l'adaptation au changement climatique, qui peut aller tout à fait avec le développement de la ville capitaliste à mort, enfin, qui s'étale sans aucun problème. Donc il y avait comme voilà, cet élément nouveau de nature en ville, et ça apparaissait dans ton discours, Paul Hervé, aussi, quand tu parlais des différentes options. Le moment biodiversité, on voit bien d'où ça peut venir. Au nom des trames vertes et bleues, ça peut être une vraie option. Mais Mm. où est-ce qu'on va avec tout ça, quoi? Parce qu'on arrive sur une sorte de drôle de modèle qui est une ville donc en plein développement, qui ne cesse de se développer, de se densifier éventuellement, avec de la nature en ville, comme si ça allait résoudre le truc. Donc là, nous, on avait vraiment un énorme malaise là-dessus en tant que lié à la fabrique de la ville, quoi. Et donc, Et on était... après, peut-être, et aussi tout à l'heure, tu vois, tu montrais la slide avec le catalogue White Project, enfin, on voyait 1% du catalogue, mais c'est aussi dans nos discussions toute la bibliographie sur les pensées de l'écologie qui ne cesse de s'enrichir, de devenir toujours plus fine, toujours plus précise dans les concepts et la notion de nature qu'on rediscute, etc. Moi, c'est pas mon ancrage au départ, mais à force de discuter ensemble avec Baptiste, je finis par m'acculturer aussi à tout ça. Et donc, ajouter aussi au trouble ça, quoi, ce niveau de sophistication philosophique aussi qui augmente. Mais la réalité est insaisissable, quoi. Et donc, il y a un moment, comment on fait connecter un peu les deux? Comment on arrive à ne pas être trop schizophrène, quoi, en étant... Et alors, oui, c'est d'ailleurs à ce moment-là, sans doute qu'il faut dire que ce projet Ville Terrestre, c'est fondamental, pardon, on a oublié de le dire, ce projet Ville Terrestre, c'est un projet de formation, donc financé par l'Europe, là aussi, qu'on a présenté puis qu'on a gagné. C'est un projet de formation qui est destiné aux gens qui sont dans la fabrique de la ville, donc des élus, des techniciens, des architectes et des urbanistes, potentiellement, pourquoi pas, des chercheurs qui sont liés à la question de la fabrique de la ville. Pourquoi pas aussi des groupes militants qui peuvent œuvrer pour le droit à la ville. Évidemment, après tout, les habitants qui veulent s'intéresser à quoi va ressembler la ville pour leurs enfants et participer à des actions. Et donc, il y avait cette idée, comme vient de dire Paul aussi, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette grande culture d'écologie politique qui est confinée dans des cercles un peu experts d'humanité environnementale très réduits, et de voir comment est-ce qu'on pouvait transférer cette culture vers des décideurs. Le maire d'une petite commune, je sais pas, un monsieur, imaginons, ou une dame qui a 60 ans dans une petite commune de 8000 habitants, qui n'est pas universitaire, qui parle à des administrés qui ne sont pas non plus, mais qui gagnerait peut-être à connaître certains concepts clés d'écologie politique, d'écologie tout court. Et ce qui nous a donné aussi l'élan, là on a parlé des choses qui nous posaient problème, le trouble qu'on avait face à à la difficulté de l'action publique, sans jeter la pierre à personne, mais pour dire qu'on voyait bien qu'il y avait un trouble immense, mais on n'a pas parlé du fait qu'il y avait tout d'un coup des choses qui nous ont semblé comme des prises en escalade, des prises, des choses positives pour se lancer dans cette démarche de prospective. Et donc là, la slide qui est là quand on est sur enquête d'un principe, d'une épine dorsale, on est Attends, on déjà, voit plus la slide de là-ci? Pardon. On normalement, voit on voit pas.
Normalement, Ouais, il y je a vois. une... Est-ce que vous voyez la slide qui s'appelle Enquête d'un principe d'une épine dorsale? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Pardon. C'est ma faute, je sais pas ce que j'ai fait. Pas de problème. Et donc, on voyait apparaître deux, trois trucs qui nous semblaient hyper prometteurs à la fin des années. Donc, on est en 2020, 2019, 2020 en gros à ce moment-là. Mais c'est une dramatisation aussi pédagogique. D'abord, on voyait apparaître le renouveau en France du mouvement biorégionaliste, donc ce mouvement californien des années 70 qui invitait à devenir des réhabitants collectivement, des communautés réhabitantes des territoires où nous sommes pour favoriser la vie de ces territoires et non pas la détruire. On voyait qu'il y avait plein d'archis et les écoles d'archis en France, elles frétillent tout d'un coup du retour, de résurgence de ce mouvement-là. Donc c'était tout d'un coup un bel horizon de dire, ben voilà, une ville écologique, c'est une ville qui favorise la vie du territoire où elle se situe. Ça, c'est clair, au moins on a un critère, là, on a quelque chose. Ça permet de voir un cap, encore une fois. Et en même temps, il y avait un mouvement à Marseille, en France, et je sais aussi qu'au Canada, c'est assez fort, autour de l'agriculture urbaine qui était intéressant parce que c'est un mouvement qui est un mouvement social avec des citoyens, des gens, en même temps un mouvement intellectuel avec l'exposition de Sébastien Marot à Lisbonne en 2019, Taking the Countryside ou celle de Rem Koolhaas à Guggenheim en 2020 ou 2021. Donc là, il y avait un mouvement à la fois intellectuel, social, dans les agences aussi d'archi, on s'y met, les collectivités, elles en veulent, et puis la question de l'agriculture est tellement majeure dans l'articulation entre les humains et la terre c'était un truc de nature à changer l'atmosphère d'une ville. Donc, on voyait apparaître un truc là entre biorégionalisme et agri-urbaine qui nous semblait prometteur pour élaborer un nouveau critère. Mais on n'avait pas encore notre épine dorsale, notre fondement. Euh, alors peut-être juste, j'aime, pour le plaisir de partager avec vous ce schéma, euh, le but de ce projet Ville terrestre aussi, on est toujours un peu dans les préambules, pardon, ça en finit pas ces préambules, mais euh, c'était, on constatait que les mondes de l'écologie et les mondes de la fabrique de la ville avaient très peu d'intersections. Les gens qui sont ingénieurs, archi, urbanistes, paysagistes, et paysagistes un peu plus, mais la plupart n'ont pas une grande culture en écologie, que ce soit scientifique ou politique. Et à l'inverse, les gens de l'écologie scientifique ou politique, j'en sais quelque chose, j'en viens, n'ont pas forcément à la base du tout une compréhension minimale de ce que c'est que le fait urbain, les politiques urbaines, la fabrique de la ville, etc. Et donc, ça veut dire que des deux côtés, on va tenir des propos très unilatéraux, en disant d'un côté de l'écologie, il faut en finir avec les métropoles. Ok, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et de l'autre côté, un truc du genre qu'il faut bien loger les gens et qu'on va réussir, on va décarboner, c'est pas le problème, sans prendre en charge vraiment. Voilà. Et donc, or, il nous semblait que entre ces deux mondes, il y avait une nécessité vitale à créer un gros espace commun. Alors, il y aurait mille arguments pour dire qu'il y a une nécessité vitale à créer un espace commun. Un des arguments qui est un peu philosophique, moi, ça me parle sans doute à moi plus que à toi, Paul, mais c'était que la notion d'habitat qui est centrale en écologie, puisque l'écologie, c'est la science des habitats finalement, la science de la cohabitation des êtres vivants sur la Terre, dans des lieux précis, dans des habitats. C'est aussi une notion centrale en urbain, mais que chacun entend par habitat quelque chose de complètement différent, et qu'il faudrait construire une notion partagée d'habitat dans les deux mondes. Et puis on voyait à ce moment-là, à la fin des années 2019, émerger, alors là c'est beaucoup de références françaises, pardonnez-moi, mais des gens, des groupes, des structures qui commençaient vraiment à développer cette double culture. Mais ils étaient peu nombreux, assez peu nombreux pour qu'on fasse une petite liste comme ça et qu'on les marque. Mais on sentait l'émergence de quelque chose. Des gens et des structures capables de commencer à parler les deux langues, entre écologie et fabrique de la ville. C'est pour ça qu'on a appelé tout ce projet et ce manuel Ville terrestre, parce que le mot terrestre, c'est vraiment le marqueur des pensées de l'écologie. Et donc dire ville terrestre, c'est appeler ces deux groupes sociaux tout d'un coup autour de la table à bosser ensemble. Et donc, on en arrive un peu au concept. Paul, peut-être tu veux reprendre la main à ce moment-là, ou pas, j'en sais rien. Euh, je peux présenter les piliers, moi, si tu veux Ok, continuer sur ce ouais, ça truc-là. marche. Bah, je peux enchaîner rapidement et puis d'aller vite Ouais. là-dessus. Donc, on cherchait notre concept et puis on regardait un peu ce qui se faisait, qu'est-ce qui avait de l'impact aussi dans les mairies, dans la conscience populaire. On cherchait là à faire un boulot qui a un impact vraiment sur les opérateurs de la ville. Donc, on avait vu le succès de cette fresque du climat, qu'on trouvait un petit peu, d'ailleurs, un succès assez étonnant parce que dans la fresque du climat, on est sur un récit assez standard que là j'ai figuré sur la slide. On aurait donc un problème de CO2 qui entraînerait donc une crise climatique. Et donc il faudrait lutter contre ce CO2 en mettant en œuvre une transition industrielle
donc qui consiste à supprimer ce CO2, divisé par 6 exactement. C'est ça qu'on dit à la fin de la fresque du climat. Il faudrait donc diminuer par 6 les émissions de CO2. C'est énorme, hein. C'est beaucoup de diviser par 6 quelque chose. Et éventuellement, gérer un peu tout ça pour éviter que les océans s'acidifient trop, donc faire de la géo-ingénierie potentiellement. Et puis tout ça, la décarbonation, ça se fait avec de la tech. On est sur une approche globale du système Terre, Gaïa, dont on devient les gestionnaires, les responsables. Et donc, on a ce défi global, mondial, d'une transition industrielle de décarbonation. Et la ville écologique serait donc cette ville qui mettrait en œuvre cette décarbonation. Et nous, du point de vue de l'écologie, alors ça, c'est un discours qui est quand même relativement dominant dans les mondes de l'urbanisme et de l'archi. C'est un discours qui peut être entendu aussi par les collectivités. C'est pas un discours de grands experts, c'est un discours de gens qui ont écouté un peu Al Gore et le GIEC. C'est une sorte de consensus sociétal de 2020. 2020, 2025, on est dedans. C'est une espèce de minima audible. C'est pas de la grande recherche, hein, mais c'est le socle intellectuel, scientifique qui fait le consensus et sur lequel les gens bossent. C'est ça le truc. Et c'est à partir de ça qu'on ferait la ville écologique de demain. Par défaut, si on réfléchit pas plus que ça, c'est là-dedans qu'on s'engouffre. Et or, le problème, c'est que nous, dans les pensées de l'écologie, dans l'écologie politique, c'est un mouvement qui a déjà 60 ans, l'écologie politique, donc il y a quand même eu une sacrée paquet de luttes qui ont été menées, de livres qui ont été publiés, c'est beaucoup de choses. L'écologie politique, elle a toujours dit que le problème, c'était celui de l'extinction. C'est absolument pas celui de la crise du... Enfin, le climat, c'est un énorme problème qui vient s'ajouter à un problème bien plus grand encore, qui est celui de la destruction de la vie sur Terre. Et la destruction de la vie sur Terre, pour faire très court, elle est causée par deux choses, absolument pas par le CO2. Elle est causée par l'agriculture industrielle, d'une part, et par l'étalement urbain, d'autre part. Et donc, la crise climatique, ça a des conséquences très graves, montée des eaux, acidification des océans, ok, très bien. Mais l'extinction, ça a des crises encore plus graves parce que ça parle de la mort de la vie sur Terre, ça parle de sols qui deviennent stériles, ça parle d'humains qui deviennent malades. Donc, c'est encore plus radical. Et si on veut lutter contre l'extinction, la transition industrielle de la décarbonation ne sert absolument à rien, ou en tout cas est très marginale, à peu de choses. Il faut vraiment envisager de lutter contre les deux causes de l'extinction, qui sont l'agriculture industrielle et la ville industrielle, et donc envisager une recomposition profondément écologique de nos habitats, autant la ville que la campagne dans leur relation entre les deux. Alors, ce n'était pas une idée très loufoque, hein, parce que donc là, on voit juste deux images pour, pour mettre pour parler de deux mots, parce que la façon dont on désigne les choses, c'est quand même important. Je ne sais pas si l'expression, elle existe aussi au Québec, l'histoire du remembrement, parce que c'est une histoire très franco-française, mais quand on a détruit le bocage, l'intelligence du bocage français qui sédimentait 1000 ans de savoir-faire agroécologique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, on a appelé ça le remembrement, comme si la campagne était démembrée et qu'il fallait la remembrer. C'est un mot extrêmement trompeur, le remembrement, parce que c'était pour le coup vraiment une destruction de la dimension écologique, de l'intelligence écologique de la campagne héritée. Donc c'est ça, c'est ce remembrement qui détruit la biodiversité, donc qui contribue à l'extinction, entre autres, bien sûr, avec les pesticides et tout ça. Et puis sur l'étalement urbain, on aime bien l'expression de l'architecte chinois Wang Shu, qui dit qu'il ne faut pas parler d'étalement urbain, mais en Chine, il faut parler d'un raz de marée. Et donc l'expression, elle est chouette parce que étalement, ça ne fait pas trop peur, mais raz-de-marée, il dit que c'est un facteur 10. Et effectivement, en Chine, c'est spectaculaire, mais en fait, c'est à peu près ce facteur qu'on retrouve à peu près partout. Entre le Paris de 1800 et le Paris d'aujourd'hui, on est sur un facteur 10, voire plus. Et donc, un facteur 10, c'est absolument colossal. En termes territoriaux, voilà, donc ça c'était juste pour mettre des mots précis sur ce dont il s'agit et qui sont les causes de parmi les causes principales de l'extinction. Et je vais passer là-dessus, sinon on va pas s'en sortir. Mais on n'est pas les seuls à dire ça, et on a besoin d'une recomposition écologique radicale de la ville et de la campagne. C'est l'idée centrale de l'exposition de Sébastien Marot, Prendre la clé des champs, Taking the Countryside de Lisbonne 2019, qui a été pour nous aussi, cette exposition a été un guide vraiment important. Et d'ailleurs, maintenant le livre est disponible toujours aux éditions Wild Project sous le titre Prendre la clé des champs. Et ça, c'est une lecture absolument extraordinaire sur l'avenir, enfin le passé et l'avenir de nos territoires, urbains et ruraux, indémêlablement. En tout cas, cette idée de penser les deux ensemble était super intéressante. Et, euh, et en fait, on est arrivé à cette idée que donc l'idée de réduire d'un facteur 6 les émissions de CO2 pouvait devenir un cap intéressant
si on reliait cette idée à l'idée de diminuer d'un facteur 6 la dépense d'énergie. Alors, Paul Hervé va nous en dire un peu plus sur les vertus de la sobriété énergétique radicale dans un instant, mais on voulait partager avec vous cette slide. La plupart d'entre vous la connaissent peut-être parce que c'est un peu quelque chose qui tourne sur Internet, mais qui est très beau. C'est donc la petite étoile rouge figure le stade où on en est, c'est-à-dire pas très loin d'atteindre le sommet du pic pétrolier, du pic des énergies fossiles en général. Et ça rappelle simplement que depuis l'invention de la ville et de la campagne, depuis le néolithique, on a fonctionné avec d'autres énergies, vraiment, et que c'est extrêmement récent, cette abondance, cette surabondance énergétique, et qu'avant ça, il y avait des humains, il y avait des villes, il y avait des campagnes, il y avait des choses qui étaient fabriquées, et que les deux sources d'énergie principales étaient le muscle et le feu de bois, le muscle animal ou le muscle humain. Et donc on voit que à la fin de cet effondrement énergétique annoncé et incontournable, on voit qu'on se pose la question de quel type d'autre énergie on peut avoir. Mais ce schéma, on l'aime beaucoup parce qu'il montrait aussi le caractère complètement anormal, complètement hors série du moment qu'on est en train de vivre. On est dans un moment de pic énergétique complètement inédit dans l'histoire de l'humanité et probablement voué à s'arrêter. Et donc, on voulait quelque part montrer que le moment qu'on vit n'est pas la norme. Le moment qu'on vit est un moment très bizarre, très étrange. Et ce schéma aide à prendre du recul par rapport à ça. Et donc, peut-être qu'on reparlera de moderne terrestre pour l'expression ville terrestre, puisque c'est la vôtre aussi, mais pas tout de suite. Peut-être que Paul, je te laisse enchaîner sur la descente énergétique. Oui, oui. Donc, ce projet, c'était l'occasion aussi de tout mettre à plat entre les différents partenaires, ceux qui étaient très agriculture, ceux qui étaient très urbain, ceux qui étaient selon nos différentes convictions, etc. Et notamment, il y a un auteur qui est apparu comme important et aussi comme une sorte de révélation, mais donc c'est Ivan Illich, mais on n'est pas les seuls à le redécouvrir dans ces années-là, depuis ces dernières années, parce qu'on l'avait peut-être collectivement un peu moins mis au centre pendant quelques années. Mais on voit bien qu'en fait, derrière la question de crise, oui, de crise écologique mondiale, en fait, c'est la critique de la société industrielle. Et donc, lui, il est central dans la question de la critique de la société industrielle et sur la question de l'énergie, pas tellement en termes de sources d'énergie, mais en termes de la question de l'abondance et comment notre société est construite autour de l'abondance énergétique. Et cette idée qu'en fait, ça a des impacts destructeurs, pas tellement, lui, il parle pas d'environnement, mais en fait sur le corps social, sur la manière dont est organisée la société. En fait, la surabondance énergétique crée de la désagrégation sociale et crée une société en fait inégalitaire et avec et où il y a peu de pouvoir, enfin où le pouvoir est peu partagé. Et donc, en fait, ça renvoie aussi à ITER, à cette idée que peut-être ITER, on va découvrir là la nouvelle, la fusion nucléaire et l'énergie infinie, etc. Mais pour certains, c'est enfin, on a une super énergie infinie et surabondante et qui ne fait pas de CO2. Mais en fait, ce serait une catastrophe totale parce que ça serait une raison de plus de continuer dans cette, euh, cette addiction en fait de la société à l'énergie abondante. Et donc, dans ça, c'est dans énergie et équité. Il y avait cette idée-là qu'en fait, c'est pas une question de source, mais en fait, c'est une question de se désaccoutumer, en fait, comme un drogué, quoi, il faut, soit prendre des palliatifs ou faire une thérapie pour se désaccoutumer. Et donc, parce que le seul objectif qui paraît viable, dans le temps, en fait, et aussi quand on se projette là à l'échelle du temps à 2000 ans, 10 000 ans, pourquoi pas, on a le droit aussi parfois de prendre vraiment, de se poser des grandes questions, de se dire que l'horizon, c'est la sobriété, c'est comment on va faire, comment on peut fonctionner à long terme. Ça ne semble être que la sobriété pour des tas de raisons matérielles, de minéraux, enfin, ouais, de minerais, de logistique, d'énergie, enfin, tout ça mis ensemble, en fait, on devrait mettre en place cette question de la sobriété énergétique, donc de la descente, parce que sobriété veut dire descente, parce qu'on est aujourd'hui trop haut, donc il faut redescendre, donc c'est nécessairement une descente. Mais en fait, on se rend compte que cette surabondance énergétique n'a pas que des avantages non plus. Enfin, ça a un coût humain aussi qui est
un monde dans lequel on n'est finalement pas tous très heureux. Donc en fait, cette descente énergétique est peut-être aussi une forme de libération. Enfin, on a construit aussi l'argumentaire autour de ça. Donc la descente énergétique est une sorte de pierre angulaire quand même des villes terrestres qui après va se décliner dans les différents piliers, quoi. Et juste un petit mot pour compléter ta présentation sur la descente énergétique, vraiment des tout petits. Mhm. C'est que, mais c'est juste ce que tu as dit, hein, mais je voulais souligner parce qu'elles sont tellement chouettes et importantes. La première, c'est que dans la phrase qu'on partage avec vous ici, qu'on aime beaucoup, là, même si on découvrait une source d'énergie propre et abondante, la consommation massive d'énergie aurait toujours sur le corps social le même effet que l'intoxication par une drogue physiquement inoffensive, mais psychiquement asservissante. Alors d'abord, il fait une petite erreur, elle n'est pas physiquement inoffensive parce qu'elle finit par avoir des effets délétères sur la Terre, sur notre santé, etc. Donc finalement, cette drogue, mais à l'époque, on ne savait pas forcément à ce point-là. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça concerne, enfin, la dimension de la surabondance d'énergie comme drogue ne concerne pas seulement ne nous concerne pas seulement comme individu, mais comme corps social. Et donc, ça demande un peu d'agilité intellectuelle, mais ce qu'il faut voir, c'est la société dans son ensemble, en tant que société, qui est, qui est dégradée, qui est abîmée, qui est la société est un junkie elle-même. C'est pas chacun de nous. Enfin, on peut dire chacun de nous est un junkie parce qu'on va être un peu drogué à nos téléphones portables, à notre toute notre consommation d'énergie, mais même pour un niveau de vie de classe moyenne occidentale, la consommation d'énergie est incommensurable avec celle de la société dans son ensemble, avec son armée, enfin, je veux dire. Donc, il y a la question de l'addiction individuelle à l'énergie, chacun de vous et nous, mais il y a la question de l'addiction à l'énergie par la société. Donc, c'est vraiment la forme sociopolitique du corps social qui est dégueulassée par cette surabondance d'énergie. Et donc, c'est guérir la société d'une certaine façon que de la priver de ce pétrole. Mais évidemment, elle n'est pas a priori prête à ça. Ça, c'est un premier point. Et sur la notion de sobriété, souvent le mot sobriété, il donne l'impression qu'il faudrait être un petit peu plus sobre. Allez, soyons un petit peu plus sobre quand même. Mais là, il faut attendre sobriété au sens vraiment, dans un sens très radical, puisqu'encore une fois, la descente énergétique, c'est la diminution, je crois qu'on l'a mis quelque part, d'ailleurs, je ne sais plus, c'est la diminution oui, d'un facteur 6 de la consommation d'énergie totale d'une société. Encore une fois, tout ça se joue à l'échelle de corps social. Il ne s'agit pas de dire qu'individuellement, on va réussir évidemment, à faire un pas de cette ampleur-là. C'était juste sur ce point-là. Et donc, à partir de là, il semblait tout d'un coup, je vous rappelle qu'on était en quête, nous, d'un cadre conceptuel carré pour penser l'avenir écologique des villes. Donc, on n'est pas en train de construire une politique pour dans 2 ans. On essayait vraiment de trouver quelque chose à quoi on pouvait adhérer nous-mêmes, à quoi on pouvait croire comme vision d'avenir. C'est un exercice d'optimisme aussi. Et là, on s'est dit, ah oui, avec la descente énergétique, là, on tient un truc qui est un vrai projet. Projet au sens où les architectes parlent du projet, quoi. C'est ça le projet, c'est la descente énergétique. Puisque c'est une nécessité, il faut faire de nécessité vertu. C'est la nécessité, c'est la fin du pic. Mais de cette nécessité, on peut faire un projet. Et au lieu de la subir comme une contrainte, on peut l'embrasser comme une véritable opportunité. Et alors la question devient à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut déployer la descente énergétique d'une façon telle qu'elle devienne le plus beau des projets urbains depuis que la modernité existe? Comment est-ce qu'on déploie? Comment? Parce que c'est bien beau de dire que la descente énergétique est le projet, mais concrètement, pour un urbain, ça veut dire quoi? Et c'est à ce stade qu'on arrive, si on prend cette descente comme une immense opportunité pour l'urbanisme de se renouveler totalement en profondeur et de devenir vraiment écologique, à ce moment-là, on arrive, alors, on va arriver aux 5 piliers, mais avant, il y a donc ce petit schéma qui est pratique, puisqu'il y est, je le partage aussi en un instant. Donc, le schéma hyper simple qu'on peut présenter au maire d'une petite commune, que tout le monde peut comprendre, c'est qu'en fait, l'énergie surabondante qui rend possible la ville moderne et la société industrielle. Ce ne sont pas deux choses différentes, hein. Il n'y a pas d'un côté une société industrielle et puis par ailleurs une ville moderne. La ville moderne est l'expression de la société industrielle et la société industrielle rend possible la ville moderne. Les deux choses sont le recto et le verso d'une même feuille. Cette énergie surabondante qui rend possible la ville moderne entraîne la destruction du tissu de la vie non humaine, l'extinction, et la destruction du tissu de la vie humaine, qui est donc la dégradation de la convivialité, l'intensité du lien social, en générant ce qui s'appelle un truc très très bête, qui s'appelle la solitude, en fait, qui est vraiment un truc produit en masse par la grande ville, comme beaucoup de chansons de variété le racontent depuis plusieurs décennies.
Et donc, à l'inverse, on a notre schéma ici, notre contre-schéma, où la descente énergétique peut devenir la condition, pas mécaniquement, mais si on en fait un bon projet, elle peut devenir la condition de mise en œuvre des villes terrestres et donc des sociétés écologiques, les deux allant de pair, en prenant le problème par le municipal et non plus par les États-nations dont on a vu l'impuissance, dont le double projet serait à la fois indissociablement, donc de favoriser le tissu de la vie humaine et non humaine, donc en favorisant la vie sur Terre et en favorisant la vie sociale en cessant de séparer les deux. Donc ça, c'est vraiment le schéma conceptuel global qui est très très large, à un niveau, je dirais, onusien. Mais à partir de là, on redescend un tout petit peu sur Terre avec les piliers, en tout cas les pôles de travail de ces fameuses villes terrestres, en sachant que on ne fait pas comme les modernes, on ne fait pas table rase de l'existant, mais on travaille dans une terre, dans des territoires abîmés, dans les ruines du capitalisme, comme dit Anna Tsing, dans la ville moderne existante avec ses dysfonctionnements. Comment est-ce qu'on fait advenir une ville terrestre dans les ruines de la ville moderne? Et donc là, on arrive aux 5 piliers, Paul, si tu veux. Donc, bon, là, il y a beaucoup d'informations sur cette même slide, mais on peut la résumer. Et de toute façon, notre présentation ne peut être qu'une introduction pour que vous alliez après vous puiser, que vous alliez sur le site si ça vous intéresse et pour vous plonger dans le manuel éventuellement. Mais on a essayé donc de résumer en 5 parties. Il y en a plein des gens qui ont fait cet exercice aussi, mais là, on a l'impression que voilà, ça embrasse la complexité là, de la question telle qu'on l'a posée nous. C'est-à-dire que le but, c'était de toujours aborder ensemble les questions sociales, environnementales, enfin écologiques, et puis aussi la question de la qualité de vie, de comment on vit là-dedans. Et donc, on a identifié 5 piliers qui sont à chaque fois en fait un pilier en fait en négatif de la ville moderne qu'on vient retourner pour arriver à la ville terrestre. Et donc, si je les liste, en fait, mais après, on a les slides qui les prennent un par un, donc peut-être ça peut être bien de passer à la suivante. Oui, voilà. Le premier pilier, merci Baptiste. Le premier pilier, c'est celui de la ville poreuse, dans lequel on propose d'aborder ensemble la question de la mobilité, de la circulation des humains, des animaux et des plantes, mais aussi de l'eau qui est vecteur de vie. Et donc, essayer d'aborder ensemble cette question de la circulation comme une sorte de mantra qui serait une valeur cardinale. La circulation, c'est la vie, il faut pouvoir circuler, alors que la ville moderne crée elle vient clôturer des espaces, elle crée de la fragmentation verticale entre les quartiers, avec des infrastructures, avec des objets, avec le béton aussi qui imperméabilise. Et donc, comment on arrive à aborder tout ça ensemble, sachant que tout de suite, c'est compliqué parce que la rue, si on veut faire une rue poreuse où la goutte d'eau traverse, mais c'est aussi là qu'on marche et qu'on se promène et qu'on se déplace. Donc, ça pose tout de suite la question de la voiture. Donc ça pose ensemble des questions, mais qu'on ne peut pas poser autrement qu'ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est dans le même pilier, dans cette question dans ce thème de la ville poreuse. Et donc, c'est d'habitude, on a un département nature en ville et puis un département circulation, des gens qui ne se parlent pas. Et donc là, on est obligé de les aborder ensemble et on voit tout de suite que ça crée du débat, de la discussion. C'est un peu de la lutte pour l'espace aussi, comment on partage l'espace public. Mais justement, ça nous semblait intéressant de le mettre ensemble. Ça permet notamment de voir, si tu me permets, Ouais. et notamment de voir que on ne peut pas résoudre cette dialectique entre la mobilité des eaux, des vivants d'une part, et des humains d'autre part, sans une suppression partielle ou quasi totale de la voiture. Mhm. En fait, la grande perdante de la ville poreuse, si on prend ça vraiment au sérieux, c'est la voiture. Donc, c'est Mhm. intéressant parce que ça permet de débusquer, plutôt de débunker des projets qui diraient qu'ils font de la nature en ville, mais avec des grands axes routiers en même temps. Il y a un moment, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Donc là, c'est sûr que la disparition de la voiture est l'un des horizons de cet axe 1. Pardon, c'est juste une petite note en passant. Ouais, ouais. Le deuxième, tout de suite après, qui aurait pu presque être le numéro 1,
Les deux étaient presque au numéro médaille d'or, les deux, même s'il n'y a pas de hiérarchie entre les piliers, mais quand même. Ville nourricière, donc cette question de comment on mange, je veux dire, tous les jours, une ville, c'est des estomacs qui ont besoin d'être remplis, de manger. Derrière, c'est des modèles agricoles, des modèles de production. Et donc là, moi, qui en tant qu'urbaniste n'avais aucune culture en agriculture et qui pensait que l'agriculture urbaine était une mode de bobos sympas qui ont du temps et tout ça, parce que c'est un peu ça qu'on m'avait présenté aussi. Je redécouvre en fait, non, avec ce pilier, qu'en fait l'histoire de la ville, c'est une histoire agricole dès le début. Et même dans la ville déjà finalement industrielle, on se rend compte que le maraîchage, en fait, c'est né enfin, c'est né dans Paris, en fait, et on a une culture avant qu'il y ait les transports express, on avait forcément, on cultivait autour des villes directement, et donc chaque ville avait inventé sa manière de cultiver. Et donc, c'est pas une invention nouvelle, mais c'est comment on renoue, comment on arrive à se souvenir de la mémoire agricole des territoires et aussi à envisager des choses, des mutations inattendues du paysage, ou donc inspiré par Holmgren et son hypothèse de rétro-suburbia, comment la suburbia, comment la banlieue pavillonnaire devient de la campagne habitée qui produit une grande partie de son alimentation. Et donc là, donc voilà, ça c'est la question c'est le pilier 2, donc qui est l'inversement, qui est le retournement du pilier en négatif qui s'appelait ville affamée, et donc qui partait notamment de ce constat terrifiant que faisait Caroline Steele avec Hungry Cities sur ce que vous allez manger dans 3 jours n'est pas encore arrivé à Montréal ou à Marseille. Et donc Il c'est faut dans des garder en, dans des avions, dans des... Voilà. il faut garder en tête que dans la dimension systématique de notre cadre conceptuel, ou plutôt systémique, chacun des piliers, encore une fois, est l'une des modalités de mise en œuvre de la descente énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le pilier de la ville poreuse comme le pilier de la ville nourricière sont des façons de réduire, de diviser par 2, par 4, par 6 l'assiette énergétique de la ville, de la ville en question, de la ville terrestre, ce qui implique d'ailleurs des changements de mode de vie qui sont absolument drastiques. Alors, vous allez me dire qu'on est loin d'en être là, mais c'est absolument le propos de ce projet, c'est de faire un propos de prospective écologique, enfin de vision écologique vraiment sérieuse à moyen long terme, pour au moins se donner un horizon, pour que l'écologie ne soit pas simplement dans la critique du capitalisme et des projets existants, mais soit à force de propositions sur des alternatives sérieuses, réelles, planifiables. Mm. Et donc si on enchaîne, ensuite, je ne sais pas si tu veux continuer, Paul. Ouais, ouais, ouais. Le numéro 3 sur la ville réhabilitée, qui est le retournement de la ville béton ou de la ville sans limite, de la ville qui s'étale, de la ville qui bétonise. Donc, c'était cette notion de ville réhabilitée qui engage plusieurs notions, mais qui globalement part de cette idée que, on pourrait théoriquement ne plus construire en neuf et que si on devait le faire, ce serait avec des matériaux renouvelables, mais renouvelables vraiment, c'est-à-dire de la paille, de la terre, plus que des tonnes de bois, comme on voit parfois. Mais que même ça reste marginal, que finalement, le grand enjeu, là, ce que c'est les générations futures d'architectes, leur grand enjeu ne sera pas tellement de construire du neuf, ce sera de réhabiliter tout ce qui est existant et de voir comment, y compris le moderne, le mauvais moderne parfois, dont il va falloir réussir à faire quelque chose. Mais l'enjeu, il est là, quoi. L'enjeu, c'est comment on va réussir à habiter et à réhabiliter ce bâti dans un monde qui est déjà mais sururbanisé. Enfin, il est déjà trop construit. Donc c'est pour ça il y a un enjeu énorme de rénovation, de réparation, de redécouverte aussi de savoir-faire ancien. Et puis la question ouais, du réemploi de matériaux. Donc si c'est du neuf, c'est réemploi plus renouvelable, mais y compris dans la rénovation. Donc ça, c'est peut-être le pilier qui est le plus archi, qui est plus évidemment pour les architectes, hein, qui concerne la construction. Euh, Comme la ville n'est pas juste un lieu qu'on voit sur des cartes, mais c'est aussi un lieu qu'on habite. euh, la question du travail dans la ville. On se disait, oui, mais derrière, on est en train de brasser des grands sujets, mais c'est quoi vivre dans cette ville, à quoi ça ressemble et comment on travaille, parce que les territoires doivent se développer, c'est des emplois, etc.
Et donc là, c'était retourner cette idée de ville marchandise pour renouer avec l'idée de ville productrice. Alors là, ça dépend de quelle partie du monde on parle. Mais souvent, dans les pays de l'OCDE, on va dire, les villes sont devenues des sortes de marques qui doivent attirer des entreprises et donc engager des stratégies de marketing pour être compétitives avec leurs voisines et pour faire venir Amazon ou d'autres sociétés. Et en fait, on- la ville, historiquement, était aussi un lieu de travail, d'artisanat et de métier. Où, comme on avait vu ça dans la Médina aussi à Tunis, mais il y a une rue où on répare des moteurs, une rue où on fabrique des chaises, etc. Et donc ça, c'est des trucs qu'on a souvent oubliés. J'aime bien prendre souvent l'exemple des meubles qu'on a chez soi. Quand on vide la maison ou l'appartement de ses grands-parents, quand ils décèdent, on voit des gros meubles en bois. Et quand on regarde dans la porte intérieure, on voit qu'ils étaient fabriqués dans la région, voire parfois dans la ville par un menuisier. Ces gros meubles qu'on n'utilise plus. Et nous, on n'a que des meubles voilà, c'est même pas vraiment où ils sont fabriqués très très loin. Mais donc là, c'est cette idée de la ville comme espace aussi de vie économique et de maillage économique fin du territoire, euh, contrairement à voilà, cette idée simplement de marketing et de ville marchandise, quoi. Et c'est d'ailleurs le moment le plus économique du projet. Souvent, les projets écologiques, les projets d'utopie écologique sont complètement hors sol sur le plan économique. Et nous, on voulait éviter ce travers-là. Et donc là, c'est un moment où on impose la ville comme un lieu de production de richesse et non pas, ça permet de lui éviter d'être dans la position assez humiliante, mais qui est devenue la norme, de se mettre en position d'attractivité. Comme si les territoires devaient séduire, draguer même les grandes entreprises du CAC 40 pour attirer des emplois et pour générer des ressources fiscales aussi pour la ville. Et on trouve que c'est assez dégradant pour un territoire de devoir se vendre avec une marque, avec des logos, avec des slogans. Mais c'est devenu, il y a des cours à la fac d'attractivité du territoire, comme vous le savez, et c'est devenu quelque chose d'ordinaire et d'accepté. Mais en fait, on pourrait voir ça comme quelque chose d'extrêmement scandaleux vu que la ville est d'abord un lieu de résidence où les résidents travaillent et produisent de la richesse. C'est pour ça que, par exemple, à Marseille, où on habite, où j'habite moi, pendant 1000 ans, il était interdit de boire du vin qui n'était pas produit sur la commune. Et si on était pris en train de boire du Bordeaux, du vin de Bordeaux ou d'ailleurs, il y avait des très lourdes amendes. On rigolait absolument pas avec ça parce que c'est le pilier économique de la ville. Alors on pourrait dire, mais c'est réactionnaire, ça veut dire que les marchandises ne circulent pas. Aujourd'hui, dans un monde où les marchandises circulent à mort, mais les gens qui les produisent n'ont pas le droit de franchir les frontières. Autrefois, c'était l'inverse. Tout le monde pouvait franchir les frontières, mais les marchandises, elles, ne franchissaient pas les frontières. Est-ce que c'était obscurantiste? Je ne sais pas. Pose des questions en tout cas. Et le cinquième, peut-être, je te laisse le présenter, le cinquième. Oui, je peux dire un petit mot, puis on va arrêter parce qu'on a Et été après, on beaucoup. arrête parce qu'il est 21h06 et si Ouais, on c'est veut... ça, ouais. Et donc, vous vous rappelez, dans le projet général, l'idée de la descente énergétique, c'était de dire que c'était une occasion extraordinaire de réparer le tissu de la vie de la Terre et en même temps de réparer le tissu social. Et donc, cette partie 5, le ville du soin, c'est un peu une sorte de récapitulation de tous les bienfaits sociaux des quatre principaux piliers. Imaginez, vous êtes dans une ville où la vie est présente. Il y a de l'eau, il y a des oiseaux, il y a des plantes, il y a de l'herbe. On n'est pas en contact avec le bitume, on a les pieds sur terre, premier point. Imaginez une ville où il y ait une nourriture locale avec des contacts récurrents avec des paysans. Imaginez une ville où vous habitez de façon partagée dans des immeubles qui ont été réhabilités sur du patrimoine ancien avec des techniques contemporaines écologiques. Imaginez une ville où vous travaillez dans le centre vous-même et vous bénéficiez des choses qui sont produites. Tout ça produit une atmosphère urbaine, une structure des interrelations entre citadins, qui est une modification totale de la citadinité même. C'est-à-dire que c'est plus du tout l'ultramoderne solitude des grandes villes, ça devient un lieu d'interaction permanente. Et ça se voit notamment à l'échelle du rez-de-ville, puisque les rez-de-chaussée vont être pleins d'ateliers, de zones de cette convivialité qu'on découvre quand on va dans les médinas arabes dont parlait Paul Hervé, par exemple, qui ressemblent à ce qu'a pu être la ville médiévale en Europe à une époque.
telle qu'on peut se la figurer. Et on voit la densité des interactions sociales que ça donne, la densité des liens sociaux. Et donc, on est dans une ville où la question du soin est beaucoup plus prise en charge, partagée, et non plus confiée uniquement, par exemple, aux femmes, ou alors uniquement à des professionnels du soin, mais où le soin devient, devient ouais, le centre de cette culture urbaine. Donc voilà, en tout cas, c'était le tableau global qu'on voulait brosser pour au moins pour nous-mêmes avoir une vision de ce que ce serait une ville écologique. Et entre parenthèses, une fois qu'on a eu brossé ce tableau-là, il nous a semblé suffisamment désirable pour que, à partir de là, les villes modernes ou dans lesquelles je vis, comme Marseille ou d'autres, me semblaient douloureusement insupportables, alors qu'avant, j'étais acclimaté, j'étais comme un poisson dans l'eau là-dedans. Donc c'est au moins la vertu de cette nouvelle vision de me faire voir ce qui ne va pas dans les villes dans lesquelles on vit. Et puis après, il y a encore un jeu, mais je sais pas si tu veux en dire un mot, Paul, peut-être. En fait, oui, parce que ce qui nous intéressait, donc une fois qu'on a fait ce grand cadre conceptuel, ok, super, bravo, bravo les gars, vous avez inventé un cadre conceptuel, mais comment on fait ça, comment on rend ça opérationnel? Et c'est là que ça devient, je trouve, intéressant aussi, c'est comment on a fait un jeu qui est à destination de n'importe qui, on peut jouer ça avec des écoliers, avec des étudiants, avec une assemblée de citoyens ou avec un conseil municipal ou n'importe qui. Et donc l'idée, c'est comment on arrive à passer en revue toutes les initiatives, les outils, donc ce qu'on a appelé les cartes outils, on en a une centaine de choses qui existent, quoi, des actions qui sont parfois mises en place. Et comment on arrive à les confronter à nos 5 piliers en disant, mais là, ça marque des points en ville poreuse, ça marque des points en ville machin, et comment on arrive en fait à créer une action, à guider de l'action publique qui permettrait de répondre à ces 5 objectifs. Parce que si on fait que de la ville poreuse, qu'on pense rien en ville nourricière, on n'a pas une bonne politique. Si on fait que de la ville nourricière et qu'on fait, enfin voilà, je ne vais pas vous refaire pour les 5. On peut aussi construire les 4 piliers, les 4 premiers piliers, mais d'une façon dictatoriale dans lequel on n'aurait pas de ville du soin, par exemple. Et donc l'idée là, ça permet en fait là, c'est là que ça passe à l'aide à l'action, à l'aide à c'est de l'aide à la décision finalement. Comment on transforme ça avec un système de pondération qui n'est pas d'une grande sophistication industrielle, c'est artisanal aussi tout ça, mais c'est aussi en plissant un peu des yeux comme ça, on voit bien, on se dit, est-ce que mettre une borne compteur à vélo sur une piste cyclable, vraiment, ça aide, ça ajoute quelque chose? Pourtant, c'est des trucs que j'ai vus souvent faits par des territoires au nom de l'écologie. Est-ce qu'un audit pour label ville écologique, ça nous aide? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Est-ce que des aspirateurs à CO2, ça nous aide? Mais à l'inverse, est-ce que enseigner l'agroécologie à l'école, c'est intéressant? Il y a 2 ans, j'aurais trouvé ça, oui, il y a 3, 4 ans, j'aurais trouvé ça intéressant mais anecdotique. Et aujourd'hui, je me dis, oui, c'est même très important de le faire. Donc, c'est là que le jeu intervient, quoi. Et donc, il Donc, permet aussi de traduire ça et de le rendre aussi, de faire parler les gens, en fait. Quand on fait un jeu, c'est tout le monde parle. Nous, on se tait après, on laisse les gens parler entre eux. Et et voilà. Et donc maintenant, ouais, de façon hyper concrète par rapport à ce que dit Paul, par rapport à la slide que vous avez sous les yeux, ça veut dire que maintenant, dès qu'on est confronté à un projet issu de l'action municipale d'une ville quelconque qui prétend faire de l'écologie urbaine, on la passe à la moulinette de nos 5 piliers. On voit quel impact positif ou négatif ou neutre elle a dans chacun des 5 piliers. On voit combien elle coûte en investissement. Et là, on fait un ratio entre son coût et son efficacité qui permet de dire que tel ou tel projet a un énorme levier d'écologie urbaine réel et l'autre extrêmement faible, voire des fois néfaste. Euh, et donc là, c'est là que j'insiste sur ce que tu viens de dire, pardon Paul, je le redis, mais juste en regardant la slide, c'est là que ce jeu qui inventorie 74 mesures municipales réelles, réellement identifiées, les décrit de façon détaillée, et ensuite analyse leur impact écologique, c'est là que ce jeu, derrière son côté ludique et sympa, est un véritable outil, et j'insiste là-dessus, comme tu l'as dit, d'aide à la décision des maires et des techniciens. Voilà, tout ça étant adossé, en gros, au cadre conceptuel qui nous vient des pensées de l'écologie, donc largement des éditions Wild Project.